Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École, le premier cours de la semaine avec le professeur Songué Diouf. Professeur, bonjour. Bonjour, Kamali. Pas question de rater ce cours parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie en ce qui concerne la philosophie, c'est l'art et la philosophie. Aujourd'hui, on va élucider beaucoup de notions esthétiques, la beauté, l'art, l'artisan, l'essence de l'art, beaucoup de définitions. Donc, chers élèves, prenez des notes aujourd'hui. Ça va rouler vite. On aura un fast track dans une trentaine de minutes. Le défi est immense, mais avec le professeur, tout est possible. Nous allons commencer aujourd'hui avec l'introduction à l'esthétique. Esthétique, le mot valise qui s'utilise partout, esthétique, dans le domaine artistique, esthétique, même dans le domaine journalistique. Absolument. Le mot esthétique, qu'est-ce qu'il englobe? Il est présent dans notre vie quotidienne, comme vous dites, mais il faudrait préciser le sens dans lequel on l'emploie ici en philosophie. Dire par exemple de la chemise de Pape Alioune, et c'est le cas qu'elle est très esthétique, n'a rien à voir avec l'esthétique en tant que partie de la philosophie. Quand je dirais de cette chemise-là qu'elle est très belle, qu'elle est esthétique, ça veut dire justement qu'elle est très belle. Maintenant, l'esthétique est une partie de la philosophie au même titre que l'éthique, au même titre que l'épistémologie, bref. L'esthétique est cette partie de la philosophie qui a pour vocation de réfléchir au niveau simplement du domaine de l'art. Pourquoi l'esthétique? Parce que vous le savez très bien, la préoccupation artistique a toujours été au cœur de l'activité humaine et parce que donc il y a une dimension esthétique inscrite à l'homme, c'est pourquoi son développement a permis à la philosophie de la prendre en charge par cette partie-là qui s'appelle l'esthétique. C'est une introduction, ça veut dire qu'on n'attend pas de nous un cours exhaustif sur tous les aspects de l'esthétique. Mais donc pour répondre directement à votre question, qu'est-ce que l'esthétique? J'irai chercher la réponse chez quelqu'un qui s'appelle André Lalande dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie et qui sera également repris d'une certaine manière, ou même qui avait déjà été prononcé par Hegel, qui dit l'esthétique a pour objet le vaste empire du beau. C'est la philosophie de l'art et plus précisément la philosophie des beaux-arts. Fin de citation. On peut également répéter ces citations pour que les lorsque élèves Hegel dit, le j'ouvre les guillemets, l'esthétique a pour objet le vaste empire du beau. Il ajoute, c'est la philosophie de l'art, plus précisément la philosophie des beaux-arts. Et donc cette définition qui est assignée par Hegel à l'esthétique, elle montre que la philosophie dans cette partie-là, elle s'intéresse au domaine de l'activité artistique en tant que telle. Et ici, implicitement, il est en train de dire que l'art a pour objet le beau. Mais comment réfléchir sur l'esthétique, sur la beauté? Parce que ce sont des notions parfois individuelles. Ce qui est beau pour X peut ne pas l'être pour Y, une notion aussi subjective qu'est l'esthétique et même qu'est la philosophie. Absolument. Parce que quand nous avons défini l'esthétique, en disant avec Hegel, je répète une dernière fois pour nos apprenants, que l'esthétique a pour objet le vaste empire du beau, c'est la philosophie de l'art, ou plus précisément la philosophie des beaux-arts, ça veut dire que si l'esthétique a pour objet de l'art, la question à laquelle nous devrons répondre, c'est qu'est-ce que l'art lui-même? Là également, on ne va pas inventer, on va prendre un peu la définition assez célèbre qui est connue et qui est produite par le vocabulaire technique et critique de la philosophie dont l'auteur est André Lalande. Lui, il dit simplement l'art, c'est la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Et donc, lorsqu'il dit l'art, c'est la production du beau par les œuvres d'un être conscient, vous avez deux aspects. D'abord, l'art vise le beau. Et ensuite, il dit l'art ne peut être produit que par les œuvres d'un être conscient, ce qui correspond à une forme de réduction anthropologique de l'œuvre d'art. Une façon de dire que seul un être conscient, par conséquent, seul l'homme est capable de produire une œuvre d'art. Si on s'arrête au premier aspect, quand il dit l'art vise d'abord le beau, cela signifie que nous pouvons faire la différence entre l'activité artistique et par exemple le travail proprement dit. Parce qu'en disant que l'art vise le beau, ça veut dire que l'art est une activité désintéressée. C'est un peu la perspective déjà connue qui consisterait à montrer, je crois, avec Théophile Gautier, qu'il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien et que tout ce qui est utile est laid. Et donc, par cette définition-là, il est en train de montrer que l'activité artistique est par essence une activité désintéressée, là où le travail proprement dit est toujours subordonné à la satisfaction de nos besoins vitaux. Ça veut dire quoi? Le travail aurait une visée utilitaire, alors que l'activité artistique, en tant qu'elle vise le beau, ce serait une activité purement contemplative, purement désintéressée. Maintenant, quand il ajoute par les œuvres d'un être conscient, ça me fait venir à l'esprit ce que disait un historien de l'art français qui s'appelle René Hug. René Hug, il disait, j'ouvre les guillemets, il n'y a pas d'art sans homme, mais il n'y a pas également d'homme
d'homme sans art. Et les deux sont complémentaires. Très bien. Et quand il dit dans la première partie, il n'y a pas d'art sans homme, mais ça veut dire clairement quoi? Que là où il y a production artistique, nous sommes en présence de l'humain. De la même manière, quand il dit il n'y a pas d'homme sans art, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de peuple ou de société ou de civilisation qui n'ait produit simplement des œuvres d'art. Il y a l'artiste, il y a l'artisan. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Ce que nous avons dit déjà permet de les distinguer. Oui. Parce que nous avons dit dans le travail proprement dit, on satisfait un besoin vital ou bien on a une finalité utilitaire, alors que dans l'activité artistique, en tant qu'elle vise le beau, elle serait désintéressée. Ça veut dire quoi? Ce que fait l'artisan relève du travail et en tant que tel porte l'attribut de l'utilitaire, alors que ce que ferait l'artiste en tant que visant le beau porte l'attribut de ce qui est purement désintéressé. Donc un artiste, il est au service du beau, son activité est désintéressée, elle obéit à un double besoin de spiritualité et de transcendance, alors que ce que ferait l'artisan a une vertu simplement utilitaire. Mais on peut réunir les deux parfois. Un canari pape, il peut être très beau, mais la fonction essentielle du canari, c'est de servir à quelque chose. C'est ça qui fait la différence entre l'artiste et l'artisan. La beauté, c'est un pont entre les deux concepts, mais c'est quoi le beau? Qu'est-ce que le beau? Ben, on ne sait pas qu'est-ce que le beau, parce qu'on peut le ressentir, mais il est difficile de lui assigner une définition qui a une validité universelle. Parce que vous venez de le dire, le jugement esthétique, il peut varier non seulement d'un individu à un autre, mais même d'une culture à une autre. Rappelle-toi le Senghor, de négritude et humanisme, liberté 1, autant que je me souvienne. Il montrait qu'en Afrique, par exemple, la notion de beauté, elle était fonctionnelle. Oui. Et quand il parlait de beauté fonctionnelle, c'est pour faire la différence avec la perspective de l'art occidental. Est noire comme la raison est laide. Comme la raison est laide. Mais quand il montrait ça, c'était une façon de dire, lorsque la beauté noire, je dis d'elle, moi Senghor, qu'elle est fonctionnelle, c'est pour montrer qu'elle est différente de la beauté dans l'univers esthétique occidental. Oui, parce que là-bas, ce qui est beau, comme on vient de le dire, ce qui ne sert absolument à rien. Senghor, vous le savez très bien, poète de la femme, il s'amusait à dire, lorsque par exemple une belle jeune fille passait devant les garçons sénégalais, il ne se contentait pas de dire d'affaire diek, d'affaire rafet, mais traduisez agréable en Wolof, je ne pourrais pas le dire. Traduisez trahir. Agréable, traduisez agréable en Wolof. Il dit, les jeunes garçons sénégalais face à une belle jeune fille qui passe, ne diraient pas seulement d'affaire diek, d'affaire rafet, mais d'affaire agréable en Wolof. Et donc, c'est une manière de dire qu'à la notion de beauté s'adjoint forcément ce qui relève de l'utilitaire. Mais donc, il y a quelqu'un quand même dont la définition est souvent connue et récitée et de tous. C'est la définition qui est produite par Kant, qui pense qu'à la notion de beauté, on pourrait adjoindre le critère de l'universalité. Tu connais mieux que moi la fameuse définition kantienne, consistant à dire quoi? Que ce qui est beau, c'est ce qui plaît universellement, mais sans concept. Il y a l'art, n'est-ce pas? Donc, nous avons défini qu'est-ce que l'esthétique a pour objet d'étude l'art. Qu'est-ce que l'art? L'art vise le beau. Et qu'est-ce que le beau? Nous avons montré que sa définition varie d'un individu à un autre, d'une culture à une autre, mais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Kant qui considère qu'il y a des beautés qui ont une valeur universelle. Et l'art, il a une essence. C'est laquelle? L'essence de l'art, d'abord, on va donner en nous apprenant que quand nous disons l'essence de l'art, l'essence d'une chose, encore une fois, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue des autres choses. Donc ici, on va essayer de montrer très clairement que dans son essence la plus intime, l'art est la manifestation la plus haute du caractère spirituel de l'humaine condition. Et donc, ça veut dire quoi? Il y a, comme je l'ai dit au début du propos, l'idée que l'art est inséparable de l'homme et qu'il n'y a jamais eu, aussi loin que l'on puisse remonter dans le passé, de société sans art. Donc, dans son essence la plus intime, l'art, je crois, est le moyen par lequel l'homme recrée le monde. L'art est ce moyen par lequel, pour parler un peu le langage de Bergson, l'homme se fait démurge et rivalise entre guillemets avec Dieu dans l'activité de création. Très souvent, l'artiste est celui-là qui se dit, le monde dans lequel je vis, il est l'œuvre de Dieu. Et donc, le monde que lui, il produit, qui est différent de ce monde-là, c'est le monde lui-même créé par l'homme. Et donc, l'art, c'est un peu le monde retravaillé, revisité, mais encore une fois à l'aune de la créativité humaine. Et donc, dans son essence la plus intime, il est clair, on le verra, que l'art a une dimension forcément métaphysique. Pourquoi il a une dimension forcément métaphysique? Comme nous avons dit, c'est un peu la respiration de l'homme. Je me souviens de celui que j'ai cité tout à l'heure, René Hugustement, disant, j'ouvre les guillemets, l'art est cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie.
Fin de citation. Lorsqu'il dit Pape René Hugues, l'art est cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie, ça veut dire quoi? L'art, c'est la respiration de l'homme. L'art, c'est le moyen par lequel l'homme s'accapare du monde. Et quand il s'accapare du monde, c'est pour le retravailler en nous emportant sur les ailes de son imagination créatrice. Et donc, l'essence de l'art, c'est qu'il est le moyen par lequel l'homme revisite le monde, le remodèle, le bâtit, le reconstruit, mais à l'aune de sa propre imagination et de sa propre créativité. L'art est-il création ou imitation? Nous avons souvent deux perspectives opposées. Oui. La première disant que l'art relève, comme disaient les anciens Grecs, de la mimésis, ça veut dire de l'imitation, oui. Et l'autre disant mais que l'art ne relève pas de la mimésis, mais plutôt de la création. Et vous avez des perspectives qui tentent de réconcilier imitation et création. Dans le premier cas, vous avez la perspective héritée déjà des anciens Grecs, tels que Platon, mais également tel qu'Aristote. Parce que chez Platon, vous le connaissez très bien, il y a une dichotomie, une chorismos, on dit en grec, une césure entre deux ordres de réalité. La réalité intelligible et la réalité sensible. La réalité sensible, c'est celle dans laquelle nous séjournons, alors que la réalité intelligible, c'est celle qu'il appelle celle des essences, celle des idées, celle des archétypes. Et donc Platon dit, le monde dans lequel nous vivons, le monde sensible, n'est qu'une imitation de ce monde intelligible. Et l'art en tant que tel, ne pouvant reproduire l'intelligible, ne doit et ne peut reproduire que le sensible. Mais Platon précise, lorsque l'art imite la nature, il est frappé d'une double imperfection. Oui. Pourquoi? Parce que cette réalité-là, elle est une copie imparfaite de la réalité intelligible. Et quand je copie la réalité dans laquelle je vis, c'est une copie de la copie, on va dire une copie imparfaite d'une copie elle-même déjà frappée. D'ailleurs, une copie n'est jamais parfaite. Absolument. Oui. Et il y a comme don, comme génie, l'art comme création. L'art comme création. Là, c'est la perspective des modernes. Oui. La rupture, on pourrait déjà la chercher chez le Baudelaire des Fleurs maladives de 1857. Donc, dans l'esthétique moderne de manière générale, on pourrait la retrouver chez Hegel, on pourrait la retrouver chez Bergson. Tous ces auteurs-là, ils visent à montrer que l'art doit plus ou moins s'émanciper de la nature. Ça veut dire quoi? Que l'art n'est pas art tant qu'il reproduit ce qui est de l'ordre du déjà présent. Hegel dit, mais quel mérite y a-t-il à reproduire sur un tableau des scènes, des événements que ou bien nous avons vécu ou bien dont nous avons entendu déjà parler. Et Hegel donc dit clairement que l'art doit avoir un autre but que celui d'imiter la nature. Précisément, qu'est-ce que dit Hegel? J'ouvre les guillemets, l'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Fin de citation. Et lorsque Hegel dit, je répète une dernière fois, l'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà, imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. C'est très clair. Quand il finit par dire cette imitation ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art, il récuse complètement la perspective grecque et platonicienne de l'art comme mimésis pour montrer que l'art authentique, en tout cas, devrait relever véritablement de la création. Oui. Et donc, oui. Oui, allez-y. Et donc, c'est une manière de montrer pour lui, comme je l'ai dit, que l'artiste véritable, il doit faire son deuil du réel. Et en faisant son deuil du réel, quel est le monde de l'artiste? Le monde qu'il porte dans sa tête, le monde qu'il porte dans son cœur. Le monde de ses rêves, le monde de ses souhaits, de ses aspirations, de ses ambitions, de ses désirs. Bref, le monde tel qu'il le retravaille et non pas le monde tel qu'il est lui-même. Et Hegel dit, imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue. Oui. Quand il dit imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue, parce que, dit-il, de toute manière, Pape, les résultats de l'imitation resteront nécessairement inférieurs au modèle naturel. Et il dit, celui-là qui se donnerait pour projet de reproduire fidèlement ce coucher de soleil-là qui se meurt sous mes yeux, sous un tableau de peinture, il dit, il est exactement dans la position ridicule et inconfortable, mais d'un ver de terre rivalisant ou voulant rivaliser avec un éléphant. Donc, un artiste, c'est un créateur, un dieu par les mots, un dieu également vous le trouvez, par le pinceau. Je l'ai dit également, vous le trouvez chez Bergson. Oui. Bergson également, il dit, l'artiste, il retravaille le monde là. Oui. Il dit, l'art doit contredire le réel, dit Bergson. Il dit, j'ouvre les guillemets, l'artiste ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde qui existe. Il doit avoir la prétention de lui substituer un monde autre. Fin de citation. Et lorsque Bergson dit, l'artiste ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde qui existe déjà, mais il doit avoir la prétention
de lui substituer un monde autre. Nous l'avons dit, quel est ce monde autre-là? Mais le monde que l'artiste porte en lui-même et qui est le monde de sa création et de son imagination et non pas le monde tel qu'il est. Vous trouvez ça chez Baudelaire. Quel est le poème qui me viendrait en esprit en illustration? C'est l'invitation au voyage. Oui. Rappelle-toi Baudelaire, oui. Mon frère, ma sœur, allons là-bas, vers ce pays où tout est ordre, calme, luxe, beauté, volupté. Et quand il dit ce pays des ciels brouillés et des soleils mouillés, où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté, ce pays-là, c'est le pays de l'imagination féconde, le pays des paradis artificiels engendrés par l'imagination du poète, de l'albatros, et non pas le monde réel dans lequel nous vivons. Vous citez Baudelaire, moi je cite André Malraux qui disait que l'art c'est un antidestin. Oui, mais cette perspective d'André Malraux, disant très bien que l'art est un antidestin, elle rejoint l'art comme création, et elle rejoint la fonction métaphysique. Quel est le destin de l'homme? C'est de mourir. Et l'art est un antidestin parce que par l'art, nous accédions, comme nous disions dernièrement à une autre séance, par l'art, je deviens simplement immortel. C'est la perspective que emprunte André Malraux et qui correspond à un mot qui me vient à l'esprit et qui est celui d'Aristote. Aristote dit, ne suivez pas, n'écoutez pas les conseils de ceux qui vous disent pas parce que vous êtes homme, vous devez simplement avoir des pensées humaines. Oui. Ne suivez pas les conseils de ceux qui vous disent parce que vous êtes mortel, vous devez avoir des pensées de mortel. Évertuez-vous autant que possible à vous rendre immortel. Et donc, André Malraux, en assignant à l'art une fonction d'antidestin, il montre que l'art doit survivre au temps, l'art doit éternellement demeurer dans la conscience universelle. Donc, l'artiste n'est pas un mouton des pernurges, il se distingue par sa singularité, mais également par son génie. Par le génie dont il est porteur. Maintenant, mais ça, c'est un don. Le génie, oui. On l'acquiert ou bien on le décrète? On ne le décrète pas. Il est les deux papes. C'est-à-dire qu'il y a une disposition naturelle qui est déjà inscrite en nous, à la créativité. Oui. Mais maintenant, ce don-là, il faudrait qu'il soit travaillé. Je ne sais plus celui qui disait, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Et j'ai oublié le nom, peut-être vous êtes mieux littéraire que moi. Et quand cet auteur-là disait, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, ça veut dire qu'il peut y avoir des dispositions naturelles, il y a un instinct de génie qui est en moi, mais que, encore une fois, je dois le travailler, je dois l'exprimer, mais en m'appuyant sur des techniques de production qui relèvent simplement de l'apprentissage. Maintenant, très souvent, on réconcilie les deux perspectives. Et vous avez également des auteurs. Hein. Par exemple, dans le discours de Suède, Albert Camus, il dit « L'art n'est ni refus total, ni consentement total à ce qui est ». Et quand il dit l'art n'est ni refus total, ni consentement total, mais ça veut dire que l'art doit observer un juste milieu entre ce qui relève de l'imagination, encore qu'il n'y ait même pas d'imagination pure, entre ce qui relève de l'imagination et ce qui relève simplement de la réalité. Et les élèves ont été amenés, par exemple, à se soumettre à un sujet de ce type-là qui les avait un peu déroutés à l'époque. Parce que le sujet, contrairement à la démarche habituelle du professeur, faisant, comme vous l'avez fait, la différence entre l'art relevant de l'imitation et l'art relevant de la création, le sujet réconcilié en disant clairement quoi? Autant que je me souvienne, oui, c'est bien ça. Oui. Oui, j'ai un devoir d'exactitude par rapport à ça. Le sujet disait, l'artiste original n'est pas celui qui n'imite pas, mais celui que personne ne peut imiter. Oui, celui que personne ne peut imiter. Voilà ce que disait le sujet. Mais si vous faites attention, la consigne, QPV, qu'en pensez-vous? Donc, l'artiste original n'est pas celui qui n'imite pas, non pas celui qui n'imite pas, mais celui que personne ne peut imiter. Brillant littéraire que vous avez déjà perçu, vous, la double négation. Parce qu'on dit... L'artiste original. Et d'ailleurs, l'artiste original. Et l'artiste original. L'artiste original. Original. Vous avez vu la double négation, oui, n'est pas celui qui n'imite. Et un élève perspicace serait dit, on a une double négation, donc si je reconstruis l'affirmation, elle dit clairement quoi? Que l'artiste original est celui qui imite, mais tout en imitant, il imprime à cette imitation un cachet personnel tel que personne ne peut à son tour l'imiter. C'est une sorte de phrase de transition, oui. Même si... Oui. Mais... C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Même si... C'est la continuité. Absolument. Oui. Même si l'artiste original
serait un créateur, ça ne l'empêche pas d'imiter tout en demeurant, mais cet artiste original qu'il est au départ. Et donc ça veut dire qu'ici, le piège pour l'élève, pourquoi ils étaient un peu perdus? Parce qu'ils étaient dans le schéma mental consistant à dire, première partie, l'art imitation, deuxième partie, l'art création. Le sujet, de manière assez déroutante, réconcilie les deux. Et l'élève devrait être amené à comprendre, oui, qu'il n'y a pas d'opposition radicale, d'antinomie nécessaire entre le fait d'être artiste original et le fait simplement d'imiter. Et la preuve, lorsque vous interrogez l'histoire de l'art, vous comme moi, comme tout le monde ici, vous avez vu des œuvres, ça peut être sur le plan musical, sur le plan pictural, qui sont des reprises d'anciennes œuvres, mais on a le sentiment quoi? Que l'œuvre reprise, elle l'emporte en beauté au modèle initial. Ça veut dire clairement quoi? Que celui qui a reproduit, il a imprimé à ce qu'il a reproduit les marques de son propre génie, faisant que l'œuvre retrouve une seconde jeunesse. Je disais en exemple, quand je faisais ça, je crois l'année dernière, prenez l'exemple de Pata Pata, une très vieille chanson, reprise mais par Kumba Gawlo. Si elle avait fait exactement ce que Myriam Makeba avait fait, je crois qu'elle n'aurait pas emporté un disque d'or pour ça. Entre guillemets, elle l'a mbalaxisé, sénégalisé, et allé de sa touche féminine et de son propre génie à elle, et l'œuvre a paru véritablement retrouver une seconde vie et une seconde jeunesse. Mais la problématique ou bien les problèmes qui se posent quand on aborde l'art, l'esthétique, etc., c'est que cette leçon-là, c'est la troisième partie. La troisième partie, d'une manière générale, les professeurs ou bien le système, les professeurs ne touchent pas à cette partie par crainte ou bien par contrainte temporelle. Deuxième problématique, c'est que la notion de l'art est une problématique transversale. Ça touche la littérature, ça touche la philosophie, ça touche la musique. Comment trouver un remède pour les apprenants qui nous regardent? Mais les apprenants, vous avez la solution est dans ce que vous dites, Pape. Quand vous dites que c'est une notion transversale, exprès, vous m'avez dit, aller par exemple chez un Baudelaire pour trouver des illustrations. C'était une manière, André Malraux, c'était une façon de leur dire, mais écoutez, il n'y a pas de cloisonnement étanche entre la philosophie et la littérature. Et que de manière générale, quand j'aborde une problématique de dissertation, quel que puisse être le domaine dans lequel je suis, philosophie comme littérature, mais je peux simplement considérer que les éléments d'argumentation, je peux aller simplement les chercher un peu partout. Et donc, comme vous dites, c'est vrai que dans la prise en charge du programme, elle est relativement bâclée. Cette partie-là, elle est liée au fait qu'il y a beaucoup de contraintes de temps, elle est liée également à beaucoup d'autres aspects. Mais pour l'essentiel, retenons, comme vous l'avez dit, que c'est une question transversale et qu'il serait scandaleux qu'on occultât dans la prise en charge du programme de philosophie, en tout cas, un thème aussi beau, mais que l'art lui-même. Parce que l'élève doit être capable de comprendre, mais ce qui fait la valeur de l'art et pourquoi les œuvres d'art résistent maintenant autant et pourquoi chaque société, chaque civilisation s'est donnée à se matérialiser et à se conserver par la production d'œuvres d'art gigantesques. En tout cas, le monde ou bien l'humanité fait face à un virus qui est loin d'être beau, loin d'être artistique, loin d'être esthétique. Mais il pourrait même être beau, papa. Moi, j'invite des artistes à... Mais regardez, rappelez-vous Schopenhauer. Schopenhauer, il disait, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Il montrait en fait que le serpent qui me fait fuir dans la vie de tous les jours, comme disait le chanteur de chez nous, mais ce même serpent dont la simple vue me tient en effroi et me fait penser à la mort, représenté sur un tableau de peinture, Pape, convenez-en, il peut être tellement beau qu'on a envie... Et d'ailleurs, les artistes le font. Il peut être tellement beau, le serpent, qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Mais vouloir embrasser un serpent n'est possible simplement que par la magie de l'œuvre d'art. Et que donc ce couronnement-là, on pourrait véritablement lui renvoyer sa propre couronne malicieuse pour le représenter, et en le représentant peut-être sous le mode de la dérision, lui montrer qu'il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais nous arracher, virus. Cette chose-là, c'est ce qui fait que nous participons du devant notre capacité à créer et à nous représenter le monde dans la pire souffrance. Le monde n'est pas beau, encore une fois. La vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Et d'ailleurs, Guillaume Apollinaire tissait ses poèmes à travers la guerre. Il disait que la guerre était belle. L'explosion d'une bombe, c'était artistique. Mais ça, c'est le domaine de l'art. Il n'y a qu'un artiste pour dire ça. Oui, pour dire ça. Professeur, c'est la fin du cours. Ah, déjà. Déjà. Bon, même si moi j'enlève la couronne à ce virus-là, qui ferme tout, le basculement est sans précédent, mais nous devons respecter les gestes barrières parce que les cas communautaires augmentent et les élèves qui nous regardent, les parents d'élèves également qui nous regardent, doivent encore réarmer la riposte aujourd'hui parce que nous entrons dans une nouvelle phase, obligés aujourd'hui de porter un masque. Le port du masque est une obligation. Nous portons
nos masques. Oui, absolument. En guise de protection pour les gestes. Et inviter tous nos élèves à faire le même geste. Exactement. Et comme tu parlais d'art, qu'ils comprennent que l'art est la meilleure manière de vivre et qu'à leur pinceau, après le cours, ils peuvent rivaliser d'ardeur dans la créativité artistique, musicale, picturale, comme ils voudront. Et artistiquement, les masques nous vont bien. Absolument, ils vont. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre cours dans e-école.